Est-ce que c'est le crépuscule du mouvement, Nathalie Arthaud, si l'un de ces visages, comme Éric Drouet, renonce? Non, je ne crois pas, parce que le réservoir de la colère est immense, immense. Et je crois que cette colère, elle ne cesse d'être d'ailleurs alimentée. Écoutez, moi j'ai encore quand même bien présent en tête le milliard, vous savez, qui a été mis sur la table la semaine dernière pour reconstruire Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire des centaines de millions qui ont été trouvés comme ça par un claquement de doigts, voilà, et de la part d'une toute petite partie des privilégiés de ce pays, et qui montre qu'il y a beaucoup d'argent. Et quand on appartient au monde du travail, quand on est ouvrier, employé, salarié, à la retraite, qu'on doit compter euro après euro, et que l'on voit ça, eh bien, on réalise effectivement. Et vous savez qu'un mouvement a besoin de meneurs, de la société. Nathalie Arthaud, vous le savez. Surtout à Lutte ouvrière, on a besoin de meneurs justement pour des mouvements. Éric Drouet le constituer. Eh bien, précisément, je ne le crois pas. Je crois qu'au contraire, ce mouvement des Gilets jaunes, en réalité, sa force, ça a été justement le fait que ça a mobilisé des femmes et des hommes, très localement d'ailleurs, qui se sont organisés, qui ont eu l'envie effectivement de se battre ensemble. Et ce mouvement, il va continuer, j'espère moi, qu'il se développera, y compris sur les entreprises, et qui s'amplifiera. Qu'est-ce que ça dit du mouvement que deux figures, en l'espace de quelques semaines, là, Éric Drouet, avant Ingrid Levavasseur, décident de jeter l'éponge à cause de leur propre camp, finalement. Pas à cause du gouvernement, mais à cause des pressions, des menaces, des insultes. Nathalie Arthaud. Non, mais moi, voilà, vous voulez absolument construire des figures médiatiques qui seraient des leaders, etc. Moi, ce que j'ai constaté, c'est effectivement d'abord une grande diversité dans ce mouvement. Pas seulement des manifestations le samedi. Vous voyez, j'étais à Montpellier samedi dernier. Il y a encore des ronds-points. Il y a encore des endroits où effectivement les femmes et les hommes se retrouvent en assemblée générale pour discuter de leur sort. Il y a surtout effectivement cette reconnaissance de très très nombreuses femmes, d'hommes, de retraités dans ce mouvement, parce que effectivement parler des fins de mois difficiles, parler des petites retraites, parler des heures de boulot avec lesquelles on n'arrive pas à vivre, ça parle. Voilà, ça parle à tout le monde. Il y a aussi pour quel aboutissement, Nathalie Arthaud? Mais justement. Vous remarquerez quand même, parce que là on est en train de dire il s'éteint, etc., mais que ce mouvement, il a quand même secoué le pouvoir, il a secoué tous les dirigeants, on nous a fait ce cinéma du grand débat, et qu'Emmanuel Macron est censé demain faire des annonces précisément pour essayer de répondre. Alors moi, la conclusion que j'en tire de tout ça, c'est que effectivement beaucoup de travailleuses, de travailleurs ont réalisé que leurs problèmes, tout le monde s'en moquait. Tout le monde jusqu'au moment où ils ont décidé de les exprimer, où ils ont décidé de les mettre sur la table, de se battre pour parler effectivement des petits salaires, des retraites, des problèmes de logement, des problèmes de transport, de comment on se soigne dans ce pays, etc. Donc en prenant la parole, c'est effectivement en prenant la parole, en se battant pour leurs intérêts, qu'on réussira à faire avancer les choses. Il n'y a pas un essoufflement du mouvement? Je peux vous dire qu'elle a avancé dans beaucoup de têtes, parce que sinon, le jeu politicien aurait continué, les petits combats politiques, voilà, dans ce petit monde bien fermé. Et la réalité, c'est que voilà, là, ils sont invités dans le débat politique. Et moi, j'espère que ça continuera, y compris pour les Européennes, ils auront envie aussi de dire nos intérêts, et ils sont là. Il faut qu'on se batte. Aujourd'hui, j'ai encore plus la rage, encore plus envie de gagner. Voilà la réaction de Nathalie Loiseau ce matin, elle qui est au cœur d'une polémique depuis plus de 24 heures pour avoir figuré, alors étudiante à Sciences Po en 84, sur une liste avec d'anciens du GUD. Elle est embarrassée par cette séquence des victimes d'un coup de minute, le journal d'extrême droite qui aurait informé Mediapart. Nathalie Arthaud, vous croyez à la sincérité de Nathalie Loiseau quand elle nous dit « j'avais oublié », tout simplement, et après tout, ça peut arriver? Non, mais pas du tout. C'est sûrement non, ça peut pas être vrai. Là, elle parle de Sciences Po, c'est-à-dire effectivement des étudiants très politisés. Le GUD, tout le monde sait exactement que c'était l'extrême droite. Voilà, c'est d'ailleurs beaucoup de républicains, de cadres des républicains sont aussi passés par là. Voilà. Oui. Non, moi, ce que j'ai envie de dire. Je précise juste que la liste s'appelait l'Union des étudiants de droite, avec les anciens du GUD. On parle là d'étudiants de Sciences Po qui font de la politique 24
24 heures sur 24. Mais voilà. vous rêvez. Donc, mais vous alors, rêvez, et par ailleurs, moi, ce qui me frappe, pas de la politique. Moi, ce qui me frappe, hein, c'est pas ça. Moi, ce qui me frappe, c'est que, aux sciences écoutez, éco, à on a l'histoire. peut-être, je sais Vous pas. ne pouvez pas dire qu'ils font de la politique 24 heures sur 24 à Sciences Po. Bon, écoutez, c'est pas vrai. Vous êtes du côté, évidemment, vous soutenez la liste de Nathalie Loiseau. Je comprends que vous ayez envie de la défendre. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas vrai que les étudiants de Sciences Po font de la politique 24 heures sur 24. Ce n'est pas vrai. Ce qui me frappe, enfin, j'ai en tête, et je pense que tout le monde a en tête, le moment de la déclaration de Nathalie Loiseau pour cette campagne face à Marine Le Pen. Très, comment dire, un élan de spontanéité, de sincérité. Enfin bon, l'extrême droite ne passera jamais par moi. Vous m'avez décidé, je me lance dans le combat, etc., etc. Bon, écoutez, voilà, c'est du cinéma. Tout ça, c'est du cinéma. Effectivement, des transfuges, il y en a de tous les côtés. Et on se souvient, y compris quand même d'Emmanuel Macron. Il s'est hissé au pouvoir par la gauche. Aujourd'hui, il fait les yeux doux à la droite, et puis c'est ni gauche ni droite. Enfin bon, écoutez, voilà, c'est comme ça la vie politicienne, effectivement. Hein, on change d'écurie politicienne comme on change de crèmerie. On va là où effectivement sa carrière pourra se dérouler le plus possible. Et tout ça, pourquoi ? Eh bien, parce qu'au bout du compte, ça se vaut. Voilà, le Rassemblement national, les Républicains, Macron, tout ça se vaut, effectivement. Et vous savez, même y compris au niveau du Rassemblement national, regardez un peu ces changements de pied. Les partis politiques, ces changements de pied, vous allez récupérer le retour de Manivelle. Ces changements de pied par rapport... J'ai pas terminé, madame, excusez-moi, je termine. Ces changements de pied du Rassemblement national sur l'Europe, moi je suis frappée. Il y a pendant des décennies, le Rassemblement national et madame Le Pen nous a dit qu'il fallait sortir de l'Europe, qu'il fallait sortir de l'euro. Et au final, maintenant, plus rien de tout ça. Donc, parce qu'au bout du compte, voilà, ce sont des oppositions purement politiciennes. Ils s'opposent parce qu'ils sont en rivalité pour le pouvoir, mais sur le fond... Le tout se vaut, donc c'est pour vous, en l'occurrence. Mais pour elle aussi. Pourquoi cela... Elle est bien présidente de parti. La différence, madame, c'est que moi, justement, je ne soutiens pas cet ordre social et je le dénonce. Moi, je soutiens cet ordre social où il y a une minorité, une poignée de privilégiés richissimes qui tient les rênes de cette économie, de cette société. Envie de vous répondre. Je suis la seule, sans doute, sur ce plateau à dénoncer cet ordre social qui est fondé sur le capitalisme. Non, vous dénonciez pas les ordres sociaux, vous dénonciez en fait les partis politiques. Vous disiez que ce que propose aujourd'hui le Parti communiste, ça vaut ce que propose le Rassemblement national. Mais c'est n'importe quoi. Il n'y a pas un Français qui est capable de comprendre et de croire en ce que vous dites, que le Rassemblement national, c'est pareil que le Parti socialiste ou que les Républicains. Vous savez bien que l'offre est très différente d'un point de vue politique. Je suis pas d'accord avec ça. À ce rythme-là, on peut comparer le Rassemblement national, l'extrême droite et lutte ouvrière. C'est la raison pour laquelle les partis succèdent au pouvoir. Pendant des décennies, on nous a dit la gauche, rien à voir avec la droite. Pendant des décennies, on nous a dit qu'il fallait choisir son camp et il fallait pas être au milieu ou pas être en dehors. Il y avait que ça, cette opposition. Et on a vu tous les gouvernements se succéder, toutes les combinaisons politiciennes, et c'était la même distribuons un peu la parole. On reconstruit Notre-Dame, on reconstruit la Maison France, évidemment. Nathalie Arthaud, vous espérez, vous attendez un Macron architecte ? J'ai surtout compris qu'il voulait imposer un nouveau jour travaillé. Supprimer donc un jour férié. Alors on verra s'il va effectivement le confirmer. Bon, j'ai compris ça. J'ai compris que voilà, il allait continuer. Il allait continuer sur la réduction effectivement du nombre de fonctionnaires. Donc il va continuer sur sa politique de dérouler le tapis rouge et puis effectivement de multiplier les cadeaux. Encore une fois aux plus riches, qui remet absolument pas en cause. D'ailleurs, il va baisser encore l'impôt sur les sociétés. Donc ça va faire combien 10 milliards de réduction d'impôts pour les entreprises. 9 milliards d'ici à la fin du quinquennat. 9 milliards, vous vous rendez compte? Bon, voilà. Donc, comme si, effectivement, ces grands groupes ne pouvaient pas payer un salaire. Moi, ce qui me frappe... Vous attendez pas à ce qu'il renverse la table? Mais il ne renversera pas la table, évidemment. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, vous voyez, on est dans un pays riche, où il y a effectivement des grands groupes industriels et financiers qui sont assis sur une montagne d'argent, sur une montagne d'or, et leurs salariés, leurs ouvriers, leurs employés, il faut qu'ils fassent presque de la... ils demandent des aides sociales pour pouvoir se loger, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir mettre du carburant dans leur réservoir. Enfin, c'est quand même complètement fou. Des travailleurs, des gens qui bossent, voilà, qui portent justement la société, ne peuvent pas avoir un salaire. Et ça, si Emmanuel Macron, il annonce des mesures sur le revenu de leur travail, c'est quand même dingue. C'est l'augmentation des salaires, d'accord, mais des salaires nets. Parce que si vous augmentez
d'un coup le SMIC, vous augmentez les charges avec. Et vont vous pénaliser la compétitivité de vos l'augmentation des salaires. De vos petites entreprises. Oui, le salaire net. Le salaire net. Les cotisations sociales, elles font partie du salaire. Les cotisations sociales font partie des salaires. Donc si vous dites qu'il faut baisser les cotisations sociales, la réalité c'est que vous êtes pour une baisse des salaires. Les charges d'entreprise. Cotisations sociales je sais que vous n'avez jamais été à la tête d'une entreprise. Je sais que vous détestez les entreprises, mais pas juste du tout, un petit peu. Sauf que dans les entreprises, mettez-vous à la place d'un patron, les vous verrez ce que ça les actionnaires, fait de et il y a pouvoir aussi les payer un salaire. salariés. Et les salariés sont oubliés depuis des décennies, tant et si bien qu'ils n'arrivent pas à Est-ce qu'ils sont si oubliés que ça ? On va en parler dans un instant. Les baisses d'impôts à venir vont concerner d'abord les entreprises. D'ici à 2022, elles vont profiter de 9 milliards de réduction de pression fiscale. Nathalie Arthaud, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on en fait trop pour les entreprises ? Voilà. J'ai une idée de ce que vous allez dire. Non, mais vous savez, là, on va parler des baisses d'impôts. Et moi, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, ça va être de nouveaux coûts contre les travailleurs, contre les chômeurs, contre les plus pauvres, parce que ces baisses d'impôts, elles ne leur profitera pas, et on le paiera avec moins d'accès aux hôpitaux, on le paiera avec moins de transport public, on le paiera avec moins d'éducation. C'est ça la réalité, c'est qu'on va le payer. Donc et quand on baisse quand on touche à la défiscalisation des heures supplémentaires, la taxe d'habitation, ça profite aux Français aussi. Le gouvernement avait réaliser cette espèce de tour de magie, de prendre effectivement, de baisser les cotisations sociales et de les faire payer par les retraités avec l'augmentation de la CSG. Vous vous souvenez, c'est comme ça qu'il avait effectivement permis une augmentation du salaire net. Bon, alors, il donne d'une main et il reprend de l'autre. Bien sûr, mais c'est comme ça que ça va. Mais vous rendez compte, quand on boucle les fins de mois, quand on n'y arrive pas à boucler les fins de mois, quand on n'arrive pas à payer son loyer, je peux vous dire que heureusement qu'il y a une éducation qui est gratuite, heureusement qu'on peut accéder un petit peu à la santé, en tout cas aux soins minimum. Je dis aux soins minimum, parce qu'aujourd'hui, se faire soigner les dents, se faire soigner les yeux, c'est déjà eu inaccessible. Écoutez, vous voyez plutôt les salariés de l'usine PSA, par exemple de Sochaux, qui sont privés, qui ont été privés d'un lundi de Pâques, qui seront privés de plusieurs jours fériés pour tenir les cadences, et grâce au succès de 2 modèles, puisqu'après tout ça part d'un succès, en l'occurrence de 2 modèles, journée payée plus du double, et des avis de salariés qui sont très partagés sur cette question justement du travailler plus, finalement, on y revient. On aurait préféré donner notre avis si on voulait ou si on voulait pas, mais après, on fait avec. Moi, j'ai du monde à faire manger à la maison. Je suis venu travailler, quoi. C'est payer double, tout simplement. Sinon, j'aurais préféré rester à la maison. Pour vous, c'est normal, Nathalie Arthaud. Est-ce que ceux qui, pour avoir plus, est-ce qu'il faut travailler plus ? Vous embauchez pas en claquant les doigts. C'est-à-dire que l'embauche, c'est pas forcément aussi simple que ça pour faire face à une pique d'activité. Non, mais ce n'est pas un pic d'activité, madame. On critique, et à vraie raison, les CDD de très courte durée. Et l'utilisation faite par les entreprises de CDD de très courte durée. Moi, je préfère, dans un sens, qu'on puisse, sur des pics d'activité, faire appel d'abord aux salariés, et que si ces pics d'activité perdurent, on fasse des embauches. Vous savez, dans l'industrie automobile, que ce soit PSA, que ce soit Renault, que ce soit Michelin, que ce soit les sous-traitants, les grands sous-traitants de ces industries automobiles, ont pris l'habitude, depuis déjà, je dirais, 20 ans, de fonctionner avec un volant de 30%, 40%, voire sur les chaînes de montage 90% d'intérimaires. Ce ne sont pas des pics d'activité, c'est un fonctionnement normal de ces grands groupes. Un fonctionnement normal d'embaucher effectivement des précaires, de pouvoir les jeter quand ils le décident, de pouvoir faire pression pour eux pour qu'ils travaillent énormément, pour que ils comptent pas leurs heures, etc. C'est ça la réalité, cette précarité. C'est un choix de ces grands groupes, effectivement. Et quant aux salariés de PSA, mais bien sûr qu'ils voudraient avoir un jour de plus parce que ça devient insupportable. Ce sont des cadences, même tenir les horaires en équipe maintenant, c'est du délire, En plus, ils ont supprimé tous les quarts, donc il faut venir en voiture. Enfin bon, un tôt le matin. Moi, j'ai des camarades qui travaillent dans ces entreprises. Ils se lèvent à 3h30 ou à 4h du matin quand ils sont du matin. Vous croyez que c'est une vie, ça ? Et il faut revenir bosser. Ils sont à
parce qu'il faut... Mais oui, et il faut... Attendez, je termine. Non plus les salaires par ailleurs, dans ces cas-là. c'est même pas au volontariat. Donc effectivement, il y a un modèle qui marche bien, mais qu'ils embauchent, d'abord qu'ils commencent à embaucher les intérimaires, qui remettent les équipes qu'ils ont supprimées, parce qu'ils suppriment régulièrement un certain nombre d'équipes. Donc il faut embaucher, il y a quand même 6 millions de chômeurs dans ce pays, il y a des jeunes qui ont envie de bosser, qui ont une famille à nourrir, et il faut augmenter les salaires, parce que nous bien allons sûr, aborder notre dernier sujet, si vous voulez bien. Être payé 200%, ça met un peu de beurre dans les épinards, mais parce qu'une fois encore, les salaires... Vous savez très bien, dans ces grands groupes, les salariés ne sont pas au SMIC. Vous savez très bien que ils travaillent en équipe, ils travaillent y compris des heures de nuit, ils n'arrivent même pas à 1 800 € net. Oui, avec les révélations du Canard enchaîné, une semaine après les premiers soupçons de fichage des Gilets jaunes dans les hôpitaux de Paris, l'hebdomadaire publie ce mercredi des extraits de ce fichier prouvant qu'il comporte des informations relevant du secret médical. Des Gilets jaunes blessés au cours des manifestations sont bien recensés dans le dossier civique mis en place après les attentats pour faciliter l'identification des victimes. Mais le fichage politique, il existe. Bien sûr qu'il existe. Ah ben ça, je ne vous dis pas qu'il n'existe pas. Le fichage politique, à la PHP, c'est quand même rare. Et comment croyez-vous qu'ils ont fait écoutez, tous ces gilets jaunes qui ont été arrêtés préventivement, comment ont-ils été arrêtés ? Bien sûr qu'ils sont sur un fichier, bien sûr qu'ils sont considérés comme persona non grata en ce moment-là pour manifester. Mais pas à la PHP, Madame Arthaud, pas à l'hôpital. Non, mais vous parliez de le fichage politique. Mais le fichage politique, il existe. Et moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, le gouvernement, avec la loi anti-casseurs, avec toutes ces lois, il se donne les moyens, en réalité, d'accroître sa pression, de ficher, de contrôler la population, de prévenir effectivement des contestations et des révoltes. C'est une réalité. Alors après, on dit, ah oui, mais la loi prévoyait des garde-fous, elle n'était pas faite pour ça. Bon, sauf que n'importe quel agent zélé, sauf que n'importe quel renseignement général qui a envie effectivement d'avoir les informations à sa disposition, eh bien ils pourront aller pêcher dans tous ces outils qui sont mis en place. Voilà. Et c'est la responsabilité du gouvernement. Moi, je suis choquée quand vous me parliez de la PHP. Ce sont des outils mis en place par le gouvernement qui l'utilisera, qui l'utilise. En l'occurrence, sous François Hollande. Quand on nous explique qu'il a arrêté combien là de gilets jaunes le week-end dernier, plusieurs milliers. Si c'était pas plusieurs milliers, préventivement. Non, il y a eu des contrôles. Il n'y a pas eu d'arrestation. Des contrôles, mais pas les contrôles au hasard.